bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur le plateau du Café des libraires, qui est le rendez-vous, vous savez, animé par des libraires qui font les interviews des auteurs invités. Un plateau où l'on s'attarde davantage sur les livres plus que sur les thèmes, même si on les réunit un petit peu les uns et les autres, parce que leurs livres peuvent avoir quelques résonances les uns avec les autres. Et sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir Jean Higland, Gabriel Talent et Britt Bennett. Et ce plateau va être animé par Valérie Caffier, qui est libraire à la librairie Le Divan dans le 15e, et que je suis heureuse de retrouver, qui était déjà là il y a 2 ans. Moi aussi. Voilà. Et je crois que nous allons commencer, ma chère Valérie, par Britt Bennett. Voilà, parce qu'elle a un débat ensuite, il faut que... Elle a un emploi du temps un peu chargé. Morgane aussi, d'ailleurs, sa traductrice, Morgane Cézanna, qui va interpréter les paroles de Britt Bennett. Elle va nous parler, Britt Bennett, surtout de ce livre, Le cœur battant de nos mères, qui est paru chez Autrement en août 2017, qui a été traduit par Jean Esque. Mais je dirais un petit mot d'un livre, puisque son éditeur me l'a envoyé, que l'on a reçu, qui vient tout juste que j'ai reçu un peu plus tard, qui s'appelle « Je ne sais pas quoi faire des gentils blancs ». C'est un essai. On en dira un mot tout à l'heure. Alors, Britt Bennett est diplômée de littérature à Stanford. Elle fait partie des 5 meilleurs jeunes auteurs américains du National Book Award. Le cœur battant de nos mères a été acheté par la Warner pour une adaptation cinématographique. Ça va se faire? Adaptation au cinéma, ça se fera? Maybe. Peut-être, on n'est pas encore sûr pour l'instant. C'est encore en discussion, d'accord. Alors peut-être que, je ne sais pas si Valérie, tu veux faire un petit résumé avant la lecture ou au contraire, comme tu veux. On peut. Alors Allons-y. Vas-y Valérie. Alors je voulais juste dire en préambule Ah oui. Que j'ai adoré ces 3 livres, que ce sont 3 coups de cœur de la librairie et que du coup je suis particulièrement heureuse d'en parler aujourd'hui. Voilà, donc en ce qui concerne le livre de Britt, donc Le cœur battant de nos mères, donc nous sommes en Californie au bord de l'océan, à Oceanside, et vous nous racontez l'histoire de 2 jeunes filles, Nadia et Aubrey, que nous allons suivre sur une décennie, et ces 2 jeunes filles vont aimer le même homme. Donc ce jeune homme, Luc, est le fils du pasteur de la communauté que fréquentent ces jeunes filles. Et donc ce jeune homme, il a cru aimer l'une, mais en ne cessant jamais d'aimer l'autre. Donc ça, c'est le cadre de l'histoire. Mais c'est un livre assez bouleversant et passionnant par toutes les thématiques qu'il aborde. La place des femmes et leur choix possible ou non dans la vie. L'avortement, le désir ou non d'enfant, la solitude, l'abandon, la trahison, enfin plein de thèmes qui traversent ce livre. Eh bien, on en écoute tout de suite le début, qui est lu par Pierre Papin, qui fait partie du Conservatoire d'art dramatique de Vincennes, emmené par le professeur Laurent Ray, qui est là aussi avec les lecteurs de cet après-midi. Pierre, c'est à vous. La première fois que nous en avons entendu parler, nous n'y avons pas cru. Vous savez bien que les rumeurs vont bon train chez les pratiquants. Comme la fois où nous avons tous imaginé que John trompait son épouse parce que Betty, la secrétaire du pasteur, l'avait surpris en train de bruncher tendrement avec une autre femme. Une femme jeune et chic, qui plus est, qui remuait les hanches quand elle marchait, alors qu'elle n'avait pas à remuer quoi que ce soit devant un homme marié depuis 40 ans. On pouvait pardonner à un homme d'avoir trompé son épouse une fois, mais faire la cour à cette jeune femme devant des croissants au beurre à la terrasse d'un café, c'est une autre histoire. Mais avant que nous puissions réprimander John, il s'était présenté à la chapelle du Cénacle le dimanche suivant avec son épouse et la jeune femme qui remuait les hanches. Sa petite nièce venue de Fort Worth en visite, et ça s'était arrêté là. La première fois que nous en avons entendu parler, nous avons pensé qu'il s'agissait peut-être d'un secret du même acabit, même s'il faut le reconnaître,
il y avait quelque chose de différent. Tous les grands secrets ont un goût particulier avant d'être révélés. Et si nous avions pris la peine de faire tourner celui-ci dans notre bouche, nous aurions peut-être perçu l'aigreur d'un secret pas assez mûr, cueilli trop tôt, chapardé et transmis précocement. Mais nous ne l'avons pas fait. Nous avons partagé ce secret amer, un secret qui a débuté au printemps, lorsque Nadia Turner, mise en cloque par le fils du pasteur, s'est rendue en ville à la clinique qui pratique des avortements pour régler le problème. Elle avait 17 ans à l'époque. Elle vivait seule avec son père, un Marine, et sans sa mère, qui s'était suicidée 6 mois plus tôt. Depuis, Nadia s'était bâtie une sacrée réputation. Elle était jeune. Elle avait peur et essayait de cacher tout ça derrière son physique, car elle était mignonne, belle même, avec une peau ambrée, de longs cheveux soyeux et des yeux où tournoyaient des volutes marrons, grises et dorées. Comme la plupart des filles, elle avait appris que la beauté vous expose et vous dissimule. Et comme la plupart des filles, elle n'avait pas encore appris à gérer la différence. Alors, nous avons toutes entendu parler de ces escapades de l'autre côté de la frontière pour danser dans les clubs de Tijuana, de la bouteille d'eau remplie de vodka qu'elle trimballait au lycée d'Oceanside, des dimanches qu'elle passait sur la base militaire à jouer au billard avec des Marines, des nuits qu'elle terminait avec les pieds appuyés contre la vitre embuée de la voiture d'un inconnu. Des racontards, sans doute. À l'exception d'une histoire vraie, durant toute son année de terminale, Nadia avait batifolé dans le lit de Luke Shepard. Et au printemps, le bébé de Luke grandissait en elle. Merci Pierre. Et ben voilà, on a fait la connaissance de Nadia en quelque sorte. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est à propos de ce chœur de mère qui raconte cette histoire. Donc, ce sont des femmes d'un certain âge qui sont bénévoles à l'église, qui servent pendant les kermesses, etc. Et j'aimerais savoir pourquoi vous les avez choisies pour raconter cette histoire. Pourquoi c'est à travers elles que vous avez choisi de parler de Nadia et Aubrey? It's a good question. I think I was really interested in the role of women in churches. I know often women are sort of the backbones of churches. They do a lot of the labor, but they often don't get to sort of stand up in front of everybody and have the power and the decision making. So I really like the idea of these older women who are kind of dismissed as these gossipy busybodies being the most powerful characters in the book because they are the ones that tell the story. Oui, c'est une bonne question. Oui, alors je trouve que j'ai toujours été intéressée par le rôle que peuvent jouer les femmes au sein d'une église. Elles sont bien souvent, ces femmes, la colonne vertébrale des paroisses. C'est elles qui font beaucoup les basses œuvres, elles sont un peu les petites mains, mais elles sont jamais vraiment mises en avant et elles ne sont pas beaucoup associées au processus de décision. Et donc, ça me plaisait beaucoup de prendre ces personnages de commères et de les mettre en avant et de leur donner la voix pour raconter cette histoire. Nadia et Aubrey, donc ces deux jeunes filles, vivent toutes les deux sans leur mère pour des raisons différentes. Et toutes les deux pensent qu'elles ont été trahies, abandonnées. Et cependant, leur façon de réagir et d'agir dans la vie par rapport aux actions qu'elles vont mener sont très différentes. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces deux jeunes filles, de leur façon de réagir dans la vie par rapport à ce traumatisme qu'elles vivent? Yeah, I think Nadia, so they do both feel betrayed and abandoned. I think Nadia's response is kind of to run from motherhood. I think she wants to push it away, and she's afraid in a way of sort of becoming her own mother.
and meeting her own tragic end. And I think Aubrey, because her mother was terrible, wants to be a mother and kind of wants to become the mother that she didn't have. Oui, alors effectivement, ces deux protagonistes, Nadia et Aubrey, ont toutes les deux l'impression d'avoir été trahies, d'avoir été abandonnées par leur mère. Et je crois que la réponse de Nadia, c'est de se mettre à distance le plus possible de la maternité, d'essayer de repousser le phénomène, tout ce qui peut avoir trait à la maternité. Elle a peur de devenir une mère, et elle a peur de devenir surtout sa mère et de connaître une fin tragique et brutale comme c'est arrivé à sa mère. Aubrey, à l'inverse, a eu une mère qui était vraiment, vraiment terrible, une marâtre. Et elle a, pour conjurer le sort, envie, elle, de devenir mère, mais une mère autre. Donc, comme on le disait, ces jeunes filles donc, vivent un petit peu au sein, enfin pas au sein d'une communauté, mais disons qu'elles sont très entourées par la communauté religieuse auquel appartiennent leurs parents. Et donc, j'aimerais savoir quelle incidence, en fait, cette communauté religieuse a sur leur vie de jeunes filles et sur leur vie de femmes en devenir. Yeah, I think I'm always interested in the ways that church communities can both be very supportive and also very judgmental. I think most people who belong to a church would probably agree with that. So I like the idea of this church being a place that is kind of a refuge for them in different ways. You know, when Nadia loses her mother, the church is sort of there for her family. And Aubrey finds a sense of belonging in the church. But also is a source of judgment and condemnation on them and kind of becomes this repressive force that they sort of have to push against as they become women. Oui, j'ai toujours été intéressée par les communautés religieuses, par l'Église et par, comment dire, la façon dont, justement, quand on fait partie d'une communauté religieuse, on peut y trouver un très grand soutien à certains moments de sa vie, et puis à d'autres moments, on peut plutôt eh bien, être jugé et souffrir du regard que vont porter les autres fidèles sur nous-mêmes. Je crois que beaucoup de personnes qui font partie d'une paroisse pourront être d'accord avec moi. Donc j'aimais l'idée de l'Église en tant que refuge, refuge à différents titres. Quand Nadia perd sa mère, eh bien oui, effectivement, la communauté religieuse est vraiment là pour elle, pour la soutenir. Elle est là un petit peu comme sa famille. De même titre, quand Audrey arrive et leur raconte ce qu'elle a vécu, elle trouve beaucoup de soutien auprès de l'Église. Mais ensuite, dans le roman, on voit aussi que cette communauté religieuse va devenir une sorte de force un peu maléfique, enfin, qui va plutôt opérer une sorte de répression sur ces deux protagonistes qui sont en train de devenir, qui sont des femmes en devenir. D'ailleurs, cette communauté, on sent effectivement qu'elles en sont vraiment part, et d'ailleurs, c'est vrai que le monde extérieur est à peine présent, si on peut dire. On sent qu'elles sont, enfin, vous montrez très bien qu'elles sont vraiment dans une espèce de cocon dans cet environnement religieux. Et d'ailleurs, elles vont découvrir l'extérieur, enfin Nadia va découvrir l'extérieur quand elle partira à l'université. Elle va se confronter aux autres, et notamment au racisme, quelque chose qu'elle n'avait pas reconnu. Aubrey ne va pas le quitter, mais donc, ce qui fait qu'elles n'auront pas du tout aussi le même parcours. Mais Nadia va pouvoir sortir à un moment donné de ce cocon. Right. I think there's a way in which Nadia and Aubrey become sort of alternate versions of each other's lives. Nadia goes out throughout the country and throughout the world. She experiences new things. Aubrey does stay in that bubble, and I think Aubrey kind of grew up in this childhood where she moved a lot. So for her, staying in that bubble is sort of safe and protective.
But for Nadia, that bubble is very repressive and sort of closed, and she wants to push her way through. Oui, je crois que Nadia et Aubrey, au fur et à mesure du roman, deviennent chacune une version l'une de l'autre, une version alternative de la vie de l'autre. Nadia, elle part effectivement découvrir le monde, elle va découvrir beaucoup de nouvelles choses, elle va s'ouvrir, partir, alors qu'Aubrey, elle, reste effectivement à l'intérieur du cocon. Aubrey, il faut savoir que durant son enfance, elle a été amenée à beaucoup bouger, elle a été un petit peu trimballée. Et donc, pour elle, trouver ce cocon, ça a un effet vraiment très protecteur, très rassurant. Alors qu'à l'inverse, pour Nadia, cette bulle qu'offre la communauté religieuse, elle le vit comme une oppression, comme elle se sent, elle étouffe. Vous dites à un moment donné dans le livre que la plupart des moments importants de la vie d'une femme s'accompagnaient de souffrances. Est-ce que vous pensez que votre livre, enfin en tout cas moi c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti, c'est une sorte de forme d'hommage à leur résistance et à leur pouvoir de rebondir? I don't know. I mean, I will say that section comes from the church mothers, who are these older women, and that's sort of their perspective. I don't know if that's necessarily a perspective I share. But I think I was interested in these women who are all, I think all the women in the book are faced with these hardships that they sort of have to endure. And I think sometimes I do get frustrated by the way in which that is sort of framed as inevitable for women, that these things will happen to you and they will be painful and you have to endure them. Because while that is often true, I think like the mothers as older women, they sort of have these things that they have lived through, and they kind of project that onto the younger women as also being inevitable. Oui, alors cette section à laquelle vous faites référence, elle est dite et exprimée par ce chœur de mères, de femmes âgées qui font partie de la communauté religieuse. Donc c'est leur vision des choses. Je ne sais pas si c'est vraiment ma vision des choses à moi. Mais oui, je me suis toujours intéressée, et puis d'ailleurs ça ressort dans le livre, aux frustrations que peuvent ressentir les femmes par rapport à toutes les épreuves qu'elles sont amenées à endurer de par leur condition de femmes. Elles savent que leur vie sera jalonnée de souffrances, qu'elles ne pourront pas y échapper. Et donc, c'est ce chœur des mères dans le livre. En fait, elles ont vécu toutes ces épreuves et elles projettent ces souffrances passées sur la jeune génération. Oui. Et c'est pas facile pour la jeune génération, et elles sont pas toutes très sympas. Et il y en a une que je déteste, c'est Madame Shepard. Voilà, je l'ai dit. Vous ferez sa connaissance dans le livre. Elle est vraiment pas sympa. On reviendra tout à l'heure avec Brit sur cet autre ouvrage. Ah non, c'est vrai qu'il faut qu'elle s'en aille plus tôt peut-être. Il vaut mieux en parler maintenant alors. C'est un essai, enfin des essais qui sont sortis un petit peu plus tard. Le plus simple pour que vous vous rendiez compte de quoi il s'agit. Je vous lis la 4e de couverture. La ségrégation raciale fait désormais partie du passé, officiellement. Pourtant, chaque jour aux États-Unis et ailleurs, femmes et hommes noirs continuent d'être victimes de discrimination, voire bien pire. Confrontée à la violence diffuse du racisme institutionnalisé, Brit Bennett s'interroge dans 9 essais, aussi brillants que corrosifs, ça, elle n'a pas la langue de bois, hein, c'est ce qu'on peut dire, sur ce qu'être noir signifie dans la Great America revendiquée par Trump. Et elle le fait à travers le prisme d'objets du quotidien. Et franchement, vous lisez le premier, enfin peut-être le 2e chapitre qui raconte l'histoire d'une
une poupée noire. Et je trouve voilà, cet exemple tout à fait parlant. Une poupée noire qui s'appelait Addie Walker. Cet essai s'intitule « Le rôle des poupées noires dans la culture américaine ». Je trouve ça si parlant que je voudrais bien que vous nous en disiez un petit mot, si vous voulez, Britt. Sure. Yeah, this was an essay I actually started thinking about when I was studying abroad in Oxford. It was the first time I had ever left America, and I got into a conversation about these dolls with other girls from my school. And I started to think about how it was strange that the doll I had was a slave. That was the character that came with the doll. There was a book about her. And I started to think about what does it mean to be a black child playing with a doll who is enslaved. You know, dolls are like on that border between a person and a thing, and that's essentially what an enslaved person is also. Oui, alors cet essai, j'ai commencé à y penser, à commencer à réfléchir à ce que j'allais écrire pendant que j'étudiais à l'étranger à Oxford. C'était la première fois que je quittais les États-Unis et je me suis retrouvée à discuter avec des camarades à propos de poupées. Après cette discussion, je me suis dit, mais c'est quand même étrange que la poupée que moi j'avais étant enfant, cette poupée noire, en fait, c'était une esclave. Voilà, j'ai commencé à faire des recherches. Je me suis dit, j'ai trouvé un livre d'ailleurs écrit sur cette poupée, Addie Walker. Et donc j'ai commencé à réfléchir au sens que ça avait, à ce que ça représentait. Le fait qu'un enfant noir ait pour jeu une poupée qui avait été asservie. Et une poupée, c'est une figure qui se situe à la limite de l'objet et de l'humain. Et c'est exactement ce qu'avaient été les esclaves. Alors, je ne vais pas m'arrêter plus longtemps parce qu'il faut qu'on parle des autres livres. Juste un petit extrait. Le mois dernier, elle écrit ceci. Le mois dernier, j'étais à Rome pour la sortie d'édition italienne de mon livre et j'ai donné une interview à un journaliste. D'emblée, il m'a demandé comment allez-vous sauver l'Amérique ? Ma réaction a été la suivante. Premièrement, je gagne ma vie en inventant des histoires. Alors, je ne suis absolument pas qualifiée pour répondre à cette question. Et deuxièmement, que Dieu protège l'Amérique si c'est moi qui dois la sauver. Voilà, c'est franchement, lisez-le, c'est super. Alors, ma chère Valérie, on va rentrer dans un univers très, très différent de celui qu'on vient de découvrir avec le livre de Ginny Gand, Dans la forêt, un roman paru chez Gail Meister, qui a été traduit par Josette Chiche-Portiche et qui est un vrai bonheur. C'est un livre qui est paru en 2017. Je le connais parce qu'on a eu l'occasion de le présenter à Étonnant Voyageur aussi. Jean est née dans l'État de Washington, elle a accumulé les petits boulots, elle va devenir professeure et se plonge dans l'écriture à l'âge de 25 ans. Et Dans la forêt, c'est son premier roman et c'est vraiment une histoire assez extraordinaire que tu peux peut-être nous résumer avant que Hélène Monnery vienne nous en lire un extrait. Avec plaisir. C'est un livre tout à fait singulier et fascinant, tant par son histoire que par la poésie qui se dégage du livre. Donc, il raconte l'histoire de deux sœurs, Nell et Eva, qui ont 17 et 18 ans, et donc qui vivent dans une maison éloignée du village en lisière de la forêt. Donc, elles vont perdre leurs parents l'un après l'autre, et progressivement, tout ce qu'offre la civilisation. Donc, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau. Petit à petit, ne pourront plus acheter de nourriture, de livres, rien. Donc, plus d'électricité dit plus d'ordinateur, plus de télévision, plus de musique, plus de téléphone et progressivement plus aucun contact avec l'extérieur du village. Donc, elles vont apprendre à subvenir à leurs besoins, à se subvenir toutes les deux à elles-mêmes. Et donc, c'est Nell, la cadette, qui raconte cette histoire et qu'elle écrit dans le dernier cahier qu'a trouvé sa sœur Eva et qu'elle va lui offrir. Donc, on va découvrir petit à petit comment elles vont surmonter tout cela. Alors, on écoute donc cet extrait qui est le début du livre.
Comme c'est étrange d'écrire ces premiers mots, comme si je me penchais par-dessus le silence moisi d'un puits et que je voyais mon visage apparaître à la surface de l'eau, tout petit et se présentant sous un angle si inhabituel que je suis surprise de constater qu'il s'agit de mon reflet. Après tout ce temps, un stylo a quelque chose de raide et d'encombrant dans ma main. Et je dois avouer que ce cahier, avec ses pages blanches pareilles à une immense étendue vierge, m'apparaît presque plus comme une menace que comme un cadeau. Car que pourrais-je y relater dont le souvenir ne sera pas douloureux? Tu pourrais écrire sur maintenant, a dit Eva, sur l'époque actuelle. J'étais tellement persuadée ce matin que le cahier me servirait à étudier que j'ai dû faire un effort pour ne pas me moquer de sa suggestion. Mais je me rends compte à présent qu'elle a peut-être raison. Tous les sujets auxquels je pense, de l'économie à la météorologie, de l'anatomie à la géographie et à l'histoire, semblent tourner en rond et me ramener inévitablement à maintenant, ici et aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Noël. Je ne peux pas l'éviter. Nous avons barré les jours sur le calendrier bien trop consciencieusement pour confondre les dates, même si nous aurions aimé nous tromper. Aujourd'hui, c'est le jour de Noël, et le jour de Noël est une nouvelle journée à passer, une nouvelle journée à endurer afin qu'un jour, bientôt, cette époque soit derrière nous. À Noël prochain, tout ceci sera terminé. Et ma sœur et moi aurons retrouvé les vies que nous sommes censés vivre. L'électricité sera rétablie, les téléphones fonctionneront. Des avions survoleront à nouveau notre clairière. En ville, il y aura à manger dans les magasins et de l'essence dans les stations-service. Bien avant Noël prochain, nous nous serons permis tout ce qui nous manque maintenant et dont nous avons terriblement envie, du savon et du shampoing, du papier toilette et du lait, des fruits et de la viande. Mon ordinateur marchera, le lecteur CD d'Eva tournera. Nous écouterons la radio, lirons le journal, consulterons Internet. Les banques et les écoles et les bibliothèques auront rouvert et Eva et moi aurons quitté cette maison où nous vivons en ce moment, comme des orphelines qui ont fait naufrage. Ma sœur dansera avec le corps de ballet de San Francisco. J'aurai fini mon premier semestre à Harvard. Et ce jour, humide et sombre, que le calendrier persiste à appeler Noël, sera passé depuis très, très longtemps. Merci Hélène. Voilà, elles rêvent à leur vie d'avant, mais elles en sont loin. Donc ce roman a on le sent dès le début du livre, a une atmosphère très particulière et il plane un espèce de mystère sur les causes de ces disparitions progressives de tout ce que la civilisation nous apporte. Mais j'ai pensé très vite en lisant à l'atmosphère intemporelle des contes et à l'attraction et en même temps à la répulsion que nous inspire la forêt et que va inspirer aussi la forêt à ces jeunes filles. Donc j'aimerais savoir quelle était l'impulsion à l'origine de votre roman et si vous aviez cette atmosphère des contes en tête en l'écrivant. C'est Anatole Ponce qui traduit Jeannie Gland. Bonjour à tous. As I was writing my way further and further into this book, I realized that the forest was functioning just as much as a character as it was as a setting for the story. À mesure que j'avançais dans l'écriture du roman, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait la forêt jouait tout à la fois le rôle d'un personnage qu'elle était un décor pour mon histoire. And like all good characters, it's complex. It's a complex character. And I was definitely thinking of our sort of the fairy tales and those senses of sort of the dark forests and the forests that
children get lost in and wolves come out of, and the magical places where people, meet fairies and lovely surprises. And so that was definitely one of the characteristics that was informing my sense of forest. Et comme tout bon personnage, la forêt est complexe. Et effectivement, oui, j'ai pensé à cette atmosphère de conte quand j'écrivais le livre. Je pensais à ces forêts sombres où les enfants se perdent, où on trouve des loups, à ces endroits magiques où on rencontre des fées, où on trouve des surprises mystérieuses. Donc oui, c'était clairement un des aspects du livre et une des caractéristiques du processus d'écriture. Donc c'est principalement Nell qu'on va voir apprivoiser la forêt, puisque c'est elle qui parle. Et j'aimerais savoir comment cette relation évolue avec le temps, en fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? So Nell was born to fairly eccentric parents who are very kind and loving, but parents who decided that they wanted to live in the forest. Nell est née de parents qui étaient assez excentriques, qui l'aimaient, qui s'occupaient bien d'elle, mais qui ont subitement décidé qu'ils allaient vivre au milieu de la forêt. And they decided to live in the forest because they enjoyed the isolation. Her mother is an artist and works in her studio, and her father is the principal of the local grade school and goes into town every day. But they appreciate the isolation, and they think it's a really beautiful place. Et ils se sont installés dans la forêt parce qu'ils ont un goût pour l'isolation. Sa mère, c'est une artiste qui s'isole dans son studio. Son père, c'est le principal du collège du coin, donc il va en ville tous les jours, mais il revient et ils ont tous les deux ce plaisir de s'isoler dans cette forêt qu'ils trouvent magnifique. C'est la première raison pour laquelle ils s'installent là-bas. So it's beautiful, it's a pretty setting. You look out the window and there are those nice trees. But they were also, Nell and her sister Eva, have been raised to think of the forest as a dangerous place. Donc c'est très joli, on regarde par la fenêtre, on voit des arbres, c'est charmant. Mais dans le même temps, Nell et sa sœur Eva ont toutes les deux grandi avec l'idée qu'il fallait se méfier de la forêt, que c'était quelque chose de dangereux. There are wild animals in the forest, there are rattlesnakes in the forest, there are poisonous plants in the forest. Dans la forêt, on trouve des animaux sauvages, on trouve des crotales, on trouve des plantes venimeuses. And so that's the vision of the forest that Nell has grown up with, this sort of beautiful, dangerous place. And one of the things that happens in the story is that her understanding of the forest, and by extension the natural world, deepens and becomes more nuanced and much more profoundly meaningful to her. Et donc ça, c'est la vision que Nell a eue dans toute son enfance de la forêt. C'est à la fois, c'est un bel endroit, mais c'est dangereux. Et en fait, au fur et à mesure du roman, sa compréhension de la forêt, du monde naturel va s'approfondir, elle va gagner en nuances, et elle va tout simplement avoir une relation bien plus profonde au monde naturel. Et c'est vrai que donc, au fur et à mesure que le roman avance, qu'elles sont obligées de faire face à toutes ces difficultés progressivement. Donc on sent l'attachement de ces deux sœurs qui se manifestent par des petites attentions. Bon, elles sont très différentes. Il y en a l'une qui est donc, comme on l'a entendu dans la lecture, qui est passionnée de danse, l'autre qui est passionnée de livres et de lecture. Et donc on sent cette relation très proche, cette volonté de se protéger mutuellement. Et j'aimerais savoir, au fur et à mesure que la forêt prend de la place dans leur vie, comment la relation des deux sœurs évolue. Il y en a une qui va un petit peu prendre l'ascendant et être plus protectrice par rapport à l'autre. I don't have a sister, so one of the great pleasures of this book was imagining one version of what it might be like to be and have a sister. And in the version that I imagined, they're very, very close. I mean, for one reason, they've been sort of raised alone.
Alors moi, je n'ai pas de sœur, donc un des grands bonheurs du livre, c'était d'imaginer une des versions possibles de ce que ça pouvait être d'avoir une sœur. Et dans ma version à moi, elles sont très proches. Et c'était obligé parce qu'elles ont grandi dans ce milieu isolé et qu'elles ne pouvaient pas faire autrement. So they're very close, but they're also at odds with each other. They don't always get along. There are all kinds of rivalries and tensions and disagreements. Mais elles s'entendent très bien, mais elles sont aussi dans l'opposition, dans le conflit, dans la tension, dans la chamaillerie. And so one of the plot arcs of the story is how are they going to work out a relationship that's loving and sustainable and will take disagreement into account. Donc ça, c'est un des grands enjeux du livre, c'est comment est-ce qu'elles vont réussir à faire évoluer cette relation faite à la fois d'amour et de conflit, et comment est-ce qu'elles vont réussir à inclure le conflit dans leur façon de gérer le quotidien. Est-ce que c'est pas aussi une manière de dire que c'est vrai que la forêt, elle fait peur, et puis que finalement, eh bien, elle va s'avérer très protectrice pour ces deux jeunes femmes, et que finalement, le plus dangereux, ce sont peut-être les hommes. Exactement. Yeah. In this story, the sisters learn that their real threats may come from other human beings, and that the forest is a place that isn't always going to be safe and easy, but they can trust. Oui, c'est exactement ça. Oui. Dans l'histoire, les deux sœurs vont apprendre que la menace viendra peut-être plutôt d'autres êtres humains et que la forêt sera plutôt un endroit protecteur pour elles. Donc on l'a dit, l'une est passionnée par les livres, elle aime la littérature, l'autre est passionnée par la danse. Est-ce que ce n'est pas leur passion, ces deux passions qui les animent toutes les deux, qui vont faire qu'elles vont pouvoir sublimer toutes leurs difficultés et survivre ? Yeah, they have to give up their particular versions of their ambitions. Nell begins the book hoping to go to Harvard, and Eva begins the book wanting to dance with the San Francisco Ballet. And as they grow up, they have to come to terms with losing that particular vision. But for both of them, their love of stories and their love of dance are definitely something that sustain them. Oui, alors c'est toutes les deux, à mesure que l'histoire avance, elles vont devoir renoncer à leurs ambitions respectives. Nell, elle commence le livre en rêvant de Harvard, Eva commence le livre en rêvant du ballet de San Francisco, et toutes les deux vont devoir progressivement accepter d'abandonner cette vision qu'elles avaient comme ambition pour leur vie. Mais ceci dit, que ce soit l'amour des histoires et des livres pour l'une ou l'amour de la danse pour l'autre, c'est effectivement des choses qui vont leur permettre de surpasser tous les défis qu'elles vont avoir à affronter. Alors, ce qu'il faut dire aussi, parce que c'est important, c'est que ne croyez pas que voilà, dans ce livre, il y a deux personnages qui vivent donc en dehors de tout parce que tout le reste a disparu. Il va leur arriver plein de choses dans cette histoire. Et ce qui est assez fascinant aussi, c'est la manière dont Jean raconte comment elles vont réapprendre à se nourrir d'une manière complètement différente de la manière dont on se nourrit à l'heure actuelle, comment elles vont apprendre à se soigner d'une manière complètement différente de ce qu'on a pu leur apprendre. Et j'ai vu que Valérie évitait soigneusement de faire référence à un moment très fort du livre qui va arriver à l'une des deux femmes, donc je ne veux pas en parler non plus. Vous le découvrirez en lisant ce livre qui s'intitule « Dans la forêt », qui est vraiment un très très beau livre aussi. Merci. Merci à vous.
Et voilà, nous arrivons au livre de Gabriel Talant, qui va être interprété par Sophie Aslanides. La lecture sera effectuée par Félix Bergeret. Le livre s'intitule My Absolute Darling. Il est paru chez Gallmeister et il a été traduit par Laura Deraginski. J'espère que j'écorche pas trop son nom. Gabriel Talant, nous dit-on, est né au Nouveau-Mexique. Il a grandi en Californie. Il a mis 8 ans à écrire ce livre. C'est ce qu'il dit. Après, il nous dira si c'est faux ou vrai. Son premier roman, donc, qui a été aussitôt encensé par la critique et fait partie des meilleures ventes aux États-Unis. Et je crois qu'il fait aussi un tabac ici à Vincennes. Donc, eh ben voilà, on va en parler maintenant avec Valérie, qui va peut-être nous situer un petit peu l'histoire. Donc, encore une jeune fille, Julia, qui, elle, a 14 ans. Donc, pour son père, c'est Turtle. Et donc, cette jeune fille, elle vit seule avec lui sur la côte du nord de la Californie, dans une maison isolée. Donc, il lui enseigne le maniement des armes, il lui enseigne la chasse, il tente de lui faire réviser ses devoirs et surtout aussi, il abuse d'elle physiquement et moralement. Donc, à un moment donné du livre, il va partir quelques jours, il va revenir avec une petite fille, et en son absence, elle va un petit peu arriver à sortir de cette relation et progressivement essayer de s'émanciper de l'emprise qu'il a sur elle. Alors, on écoute tout de suite un extrait du livre. C'est Félix Bergeret qui nous en lit un extrait. La vieille maison. Bonjour. Il est grand, Félix. Ah oui, c'est un peu... La vieille maison est tapie sur sa colline, avec sa peinture blanche écaillée, ses baies vitrées, ses frêles balustrades en bois, envahies de sumacs vénéneux et de rosiers grimpants. Leurs tiges puissantes ont délogé les bardeaux qui s'entremêlent désormais parmi les joncs. L'allée de gravier est jonchée de douilles vides, tachées de vert de gris. Martin Alveston descend du pick-up et ne regarde pas Turtle, qui reste assise derrière lui dans l'habitacle. Il gravit le porche. Ses chaussures militaires émettent un son creux sur les planches. Un homme robuste, en chemise à carreaux et jean Levis, qui ouvre la porte vitrée coulissante. Turtle attend. Elle écoute les cliquetis du moteur avant de lui emboîter enfin le pas. Dans le salon, une fenêtre est barricadée de feuilles de métal et de contreplaqué d'1 centimètre, clouée au chambroles, couverte de cibles de tir. Les impacts sont si rapprochés, on croirait que quelqu'un y a plaqué un calibre 10 avant d'en exploser le centre. Les balles scintillent dans leurs trous déformés, comme l'eau au fond d'un puits. Son papa ouvre une conserve de haricots boucheuses sur le vieux poêle et il gratte une allumette contre son pouce pour démarrer le feu qui grésille et se réveille lentement. Sa flamme orange contre les murs sombres en séquoia, les placards en bois brut et les pièges à rats tachés de graisse. À l'arrière de la cuisine, la porte n'a pas de verrou. Rien que des trous en guise de poignées et de serrure. Martin l'ouvre d'un coup de pied et sort sur le porche à moitié terminé. Les lattes disjointes, peuplées de lézards, des palissades et de mûriers, parmi lesquels jaillissent des prêles, et de l'amande sauvage, douce, avec son étrange duvet et ses relents amers. Debout, jambes écartées sur les lattes, Martin saisit le poêle où il l'a suspendu sur les bardeaux défaits, afin que les ratons laveurs l'y lèchent et la nettoient. Il ouvre le robinet à l'aide d'une clé à molette rouillée et asperge la fonte. Puis, il arrache des poignées de prêle pour frotter les endroits encore sales. Il rentre, dépose la poêle sur la plaque du fourneau où l'eau crache et siffle. Il ouvre le frigo vert olive, dont l'ampoule a grillé, et en sort 2 steaks, enveloppés dans un papier marron de boucher. Il tire de sa ceinture son couteau Daniel Winkler et l'essuie sur sa cuisse, avant d'embrocher chaque steak au bout de la pointe et de les lancer dans la poêle. Turtle saute sur le plan de travail, des planches en séquoia rugueux, les clous entourés d'anciennes empreintes de marteau. Elle prend un Six Hour parmi les conserves jetées là et fait coulisser la glissière afin de voir le cuivre logé dans la chambre.
Elle lève l'arme et se retourne pour voir sa réaction. Il reste figé. Une main sur les placards, il sourit d'un air fatigué, sans lever les yeux. Merci, merci Félix. Et voilà, Turtle. Turtle. Donc ce livre est incroyable à plus d'un titre, tout autant par sa forme que par le fond. Donc c'est un roman qui est à la fois empreint d'une grande beauté par certains aspects des relations des personnages, par la relation que cette jeune fille a avec la nature, et en même temps d'une grande puissance et d'une grande violence. Quand il raconte donc les relations de Turtle avec son père et notamment la façon dont il abuse d'elle. Donc j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi ce sujet pour écrire un premier roman. Thank you for the question. It's an honor to be up here with two writers, both of whom I greatly admire, and with you, our very handsome crowd. Yeah, why write this as a first novel? It seems like an insane, ambitious project. I was deeply afraid of that. I had written another book. I'd written another book with different characters, and it was a big book about ideas, and I love ideas, but Turtle was a part of that book, and she was more important than all the ideas in that novel. And her plight was more urgent than any other plight in the book. And I felt it was wrong that Turtle should be a peripheral character in a novel dominated by men. And I thought that the right thing to do, the just thing to do, if I were to be a writer of morals and fortitude, would be to give her an entire book. So I decided to quit writing. Merci beaucoup, c'est un grand honneur pour moi de partager ce plateau avec deux auteurs que j'admire énormément et je vous remercie beaucoup d'être si nombreux, vous êtes une très belle assemblée. Oui, ça peut paraître une ambition folle d'écrire un livre pareil et je dois dire que j'avais très très peur. En fait, j'ai écrit un premier livre avant celui-là, un livre avec des grandes idées. Turtle était déjà présente dans ce livre, mais dès que je l'ai terminé, je me suis dit non, c'est pas possible, sa vie et sa souffrance sont beaucoup trop importants pour que je ne lui consacre pas un livre entier. Et donc, à ce moment-là, en fait, j'ai arrêté d'écrire. Julia a des sentiments très ambigus vis-à-vis de son père. Elle oscille sans cesse entre la haine et l'amour, entre le besoin qu'elle a de lui et la répulsion qui lui inspire. Elle se sent coupable de l'aimer et en même temps, elle ne peut pas s'en empêcher. C'est d'ailleurs ce qui rend ce livre aussi riche et aussi passionnant. Ce qui est difficile en fait dans leur relation, c'est qu'il n'y a pas seulement de la violence, il y a beaucoup d'amour. It's a plight that real people have. That sometimes we want morally simple predicaments to also be emotionally simple. And sometimes in America there is the lie that if something is emotionally complicated, it has to be morally complicated as well. And it makes it very difficult to talk about damaged relationships and rape with the emotional complexity that it sometimes warrants, the emotional complexity that honors the experience of people who do have feelings of ambivalence, while also insisting that harm and rape and violence is wrong. But when you erase those feelings of complexity from the story, you leave people who have those unspeakable feelings feeling monstrous, like those stories, that complexity, their emotions, has no place in the public discourse. It's unspeakable, it's unwritable, it cannot be said, it cannot be heard. And so the project becomes to write those emotions
of complexity and love and fear, with dignity and with innocence, and with the complexity and attention they deserve, so that we honor the real experiences of real people and make those stories tellable. C'est un combat que de vraies personnes mènent constamment. C'est vrai que parfois, on aimerait que les schémas, les choses soient très simples. Et aux États-Unis, on a souvent ce travers de penser que la complexité émotionnelle, forcément, va impliquer une complexité morale. Alors, bien sûr, tout ça, ça rend la tâche très difficile. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'on apprenne à parler du viol et de la violence sans ignorer la complexité de la chose, parce que la simplifier les conflits émotionnels, cela reviendrait à les exclure du discours ambiant. Or, il me semble qu'il est extrêmement important pour honorer ces personnes et ce qu'elles vivent, d'essayer de rendre par le discours, avec le plus de dignité et d'innocence possible, la vérité de ce qu'elles vivent. If you can tell a story, you can attack the shame of the story. You can make it less shameful and less alone. Et quand on arrive à raconter une histoire, on peut aborder la dimension de la honte et on peut arriver à la cerner. On le comprend aussi parce qu'elle se parle beaucoup à elle-même. Elle se parle beaucoup à elle-même, cette jeune Turtle. Et on voit qu'elle a à la fois un complexe d'infériorité et puis en même temps, elle a une grande assurance. Elle est forte aussi. Yes. Eh ben, c'est bien. Oui. Alors j'aimerais qu'on revienne sur le personnage de Martin, sur le père de cette jeune fille, donc qui l'aime d'un amour absolu, qui donne son titre au livre, qui ne la veut qu'à lui. Donc j'aimerais savoir en fait j'aimerais que vous nous disiez qui est cet homme en fait, qui l'aime autant et qui peut lui faire autant de mal. Martin is a person in profound psychic pain. And I think that many of us have known people who are struggling to be more than their childhood wounds. And many of us have known people who have failed in that struggle. When you're as hurt as Martin, when you're in pain, it makes it very difficult to think about another human being, to think about other lives, because we have to have courage to imagine other people's minds. And so Martin is killing his daughter because he can't help himself. But in his moments of clarity, he's aware of what he's doing and grieves and tries to prepare his daughter. But I wanted to attack, in a small way, the idea of unconditional love, because Martin's love, even at its most idealizing, there's something menacing in that. Martin speaks about his daughter in a very idealizing, celebratory way. My absolute darling. But I feel that there is something duplicitously objectifying, something, a way that great possessiveness and great dehumanizing cruelty can masquerade in idealization. And to idealize someone is very close to objectifying them. It's very close to making them something other than another human being. And other people should always be other people to us. They should always be ends in themselves. Martin est un personnage qui a profondément souffert et qui est encore dans une souffrance psychologique immense. On connaît tous des gens qui ont tellement souffert qu'ils n'arrivent pas à penser à quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Martin violente sa fille car il ne peut pas faire autrement, mais il a régulièrement des moments de lucidité où il se rend compte à quel point son comportement est abject. Je voudrais revenir sur l'expression amour inconditionnel, qui pourrait effectivement être suggéré par la façon dont il l'appelle « my absolute darling ». En fait, pour moi, c'est plus une attitude pleine de duplicité où finalement, tout en étant extrêmement cruel, il idéalise
sa fille. Et pour moi, les comportements de cette cruauté et d'idéalisation relèvent du même processus d'objectivation, de déshumanisation de la personne en face. Alors ma dernière question, parce qu'il faut déjà malheureusement s'arrêter, en fait c'est pour vous, Gabrielle Talent, comment est-ce que vous avez vécu l'écriture de cette violence et comment est-ce que vous êtes sortie de l'écriture de ce livre et comment il vous a peut-être transformé ce livre? A state of passionate anger. It feels like the best kind of luxury to be able to write against what I see as a misogyny and a possessiveness and a fear and hatred of women. To be able to write against this feels like a right act. It feels like something I can do at a time when I otherwise feel powerless, when I feel a call to activism but no clear way forward. To be able to write a young woman's dignity, to be able to write her innocence at a time when her dignity and innocence is all too often unseen, when she is all too often invisible, to be able to write a heroine who would move people, when we too oftentimes left young women to die, to make this girl visible to you, to make you hurt for her plight, seems like the best kind of opportunity to do something when I don't know what else to do. Ma colère est restée entière. J'ai trouvé que c'était un luxe merveilleux de pouvoir écrire sur la misogynie et la violence faite aux femmes. J'ai tout le long de l'écriture été portée par le fait que j'avais une chance incroyable de pouvoir le faire, de pouvoir parler de son innocence et de la manière dont elle était détruite, d'essayer de tout faire pour la sortir de l'invisibilité en écrivant une héroïne qui vous toucherait, qui vous ferait souffrir. C'était finalement la meilleure des choses que je puisse faire, à défaut de faire autre chose, puisque je suis aussi désemparée que tout le monde devant ce genre de choses. Alors on aime Turtle, on l'aime. C'est une femme extraordinaire, mais on aime aussi un personnage dont on n'a pas parlé et qui est dans ce livre qui s'appelle Papy. C'est simplement le grand-père. Il picole un petit peu trop, mais il est très attachant. Voilà. Je ne vais pas lui poser de questions là-dessus parce qu'on est reparti pour un long moment. Donc je vous invite à découvrir ce personnage dans le livre, My Absolute Darling. Absolute. Gabrielle Talent, paru donc chez Gallmeister, Dans la forêt de Jean Gland, paru aussi chez Gallmeister, un très beau livre également, et puis les 2 livres de Brit Bennett qui a été obligée de nous quitter un peu rapidement et qui sont aussi formidables. Merci de votre écoute et à tout à l'heure pour le prochain plateau.